Bienvenue dans le débat sur France 24. Cela se passe à Tiananmen, à Pékin, dans la salle de l'Assemblée du peuple. La session du Parlement chinois s'est ouverte hier. Un moment très codifié et marqué par le départ du Premier ministre Li Keqiang, qualifié de libéral en économie. Dans quelques jours, Xi Jinping sera une nouvelle fois désigné président de la République. À ses côtés, un nouveau Premier ministre, Li Qiang. C'est un ancien secrétaire du Parti communiste de Shanghai, un homme choisi cette fois par Xi Jinping. Le Parti communiste chinois va continuer d'accroître ses pouvoirs. Pékin annonce l'augmentation des dépenses militaires cette année dans un contexte de compétition accrue avec les États-Unis. Réaction du ministre taïwanais de la Défense. Pékin se prépare à utiliser la force si nécessaire pour récupérer Taïwan, a-t-il dit. Face à la guerre en Ukraine, la Chine a présenté un plan de paix, mais elle pourrait livrer des armes à la Russie selon les Américains. Alors peut-on parler d'un pouvoir quasi absolu de Xi Jinping en Chine ? La Chine est-elle militairement plus menaçante ? Comment Xi Jinping pense-t-il asseoir sa puissance en pleine guerre en Ukraine et face au risque d'un affrontement avec les États-Unis autour de la question de Taïwan ? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Paul Chang. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et spécialiste de la Chine. Bienvenue à vous. En face de vous, Marc Julienne. Bonsoir. Chercheur responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI. Bienvenue également. Nous avons avec nous Thierry Volton. Bonsoir. Essayiste, spécialiste des régimes communistes et post-soviétiques, auteur d'une histoire mondiale du communisme. On le voit donc à l'écran, votre livre. Bienvenue à vous, Thierry Volton. Pierre-Antoine Donnet est avec nous également. Bonsoir, journaliste, ancien correspondant de l'AFP à Pékin, co-auteur de l'ouvrage collectif Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme. C'est au Cherche Midi. Bienvenue également. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur le hashtag débat F24. Alors n'hésitez pas. Avant de commencer cette discussion, je vous propose de faire un point en images sur cette annonce désormais de l'ancien Premier ministre chinois Li Keqiang sur l'augmentation des dépenses militaires en Chine. C'est tout de suite. Plus 7,2%, c'est la hausse du budget de l'armée chinoise annoncée pour 2023. Une annonce faite pendant la réunion de l'Assemblée nationale populaire qui doit réélire le président Xi Jinping pour la troisième fois. La Chine veut renforcer son armée pour concurrencer celle des États-Unis. Son budget représentera 225 milliards de dollars, le deuxième budget militaire mondial, qui reste loin derrière celui des Américains, à 800 milliards de dollars. Nous devons vraiment mettre en place la volonté de Xi Jinping de nous renforcer sur le plan militaire. Nos forces armées, qui ont des objectifs ciblés pour le centenaire de l'armée de libération populaire, doivent travailler pour renforcer la gouvernance militaire, consolider les résultats de la défense nationale et accélérer les projets de développement de notre défense. En termes d'effectifs, l'armée chinoise est la plus importante du monde. Elle compte 2 millions de soldats contre 1 400 000 pour les États-Unis, 350 têtes nucléaires, 15 fois moins que les États-Unis mais plus que la France, et 3 porte-avions, contre 11 pour les Américains. La marine chinoise s'est-elle considérablement développée pour devenir la première flotte au monde, même si ses navires sont plus petits que ceux des Américains. Une marine qui est aujourd'hui l'outil essentiel de la Chine dans ses visées sur l'île voisine de Taïwan. En revanche, la force de projection de l'armée chinoise est très limitée, avec une seule base étrangère à Djibouti, quand Washington en possède partout dans le monde. Le titre de cette émission, c'est Xi Jinping, un pouvoir absolu. Marc Julienne, ce renforcement militaire de la Chine rime-t-il justement avec maintenant un contrôle quasi absolu de Xi Jinping ? Oui, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Xi Jinping est au pouvoir depuis 10 ans maintenant et il a beaucoup insisté sur la réforme de l'appareil de sécurité, donc sécurité intérieure et aussi l'armée. Il y a eu des réformes profondes, mais même progressif continue depuis 10 ans pour renforcer justement les forces armées, renforcer aussi le rôle du Parti communiste au sein des forces armées. C'est vraiment la discipline et le contrôle du parti dans l'armée, c'est ça ce qui est vraiment important. Et donc on a une inflation très forte en termes de capacité, c'est vrai, et ça a été dit dans le reportage, un nombre de porte-avions qui augmente, le nombre de bateaux, d'avions, etc. Même s'il y a encore un différentiel très très fort avec les États-Unis. Et puis il y a quelque chose qui ne s'achète pas et qui ne se construit pas, enfin qui se construit sur du très long terme,
c'est la formation des militaires, la capacité des militaires de combattre. Et ça reste la grande interrogation pour les observateurs de l'armée chinoise. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue opérationnel, on n'est pas sûr de l'efficacité finalement de cette mobilisation armée, c'est ce que vous dites? Exactement, voilà. C'est comme avoir une Formule 1, mais en étant un très mauvais pilote. Il ne suffit pas d'avoir une Formule 1 pour être un bon pilote. Mais ça reste une interrogation. C'est une interrogation, bien sûr, parce que l'entraînement, la formation est extrêmement forte, drastique, avec une discipline de fer. Mais il y a cette interrogation par rapport aux États-Unis, aux forces armées occidentales, qui ont l'expérience de terrain de conflits à l'étranger, de projections à travers le monde, etc. Il n'y a pas cette expérience du combat dans l'armée chinoise actuellement. Thierry Volton, vous êtes d'accord justement avec ce que vient de dire Marc Julienne? D'abord, revenir aussi un peu sur les adieux de Li Keqiang, ce fameux Premier ministre qui finalement a fait un discours, donc il a annoncé cette augmentation des dépenses militaires, mais un discours assez court, pas de standing ovation, enfin pas d'applaudissements. Parce qu'il quittait la scène. Donc, c'est ça, il quitte la scène, il n'a pas été applaudi. Bon, quand on dit que c'est un libéral, vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Ah bon, enfin, il est plus libéral que son successeur, si je comprends bien. Oui, mais enfin, oui. Je ne sais pas à quelle aune ça se mesure, alors donc je laisse... Libéral en économie. Non, oui, enfin... non, mais ça, dans un pays dirigé et dirigiste, il n'y a pas vraiment de libéral en économie. Bon, bref. Simplement, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit là par M. Julien, c'est que c'est vrai que, et c'est un vrai problème, c'est que cette armée chinoise n'a pas d'expérience militaire, et la seule fois où elle a une expérience militaire, elle s'est pris une tannée, comme on dit. C'était avec les Vietnamiens en 1979. Ils ont voulu punir les Vietnamiens qui étaient intervenus au Cambodge, et ils sont rentrés, et là, ils ont pris une défaite terrible, une veste, comme on dit, effectivement. Donc, vous voyez, alors, le seul bémol qu'on pourrait Donc, dire... vous allez dans son sens, là. Oui, bien sûr, le seul bémol qu'on pourrait dire, c'est, excusez-moi, c'est qu'il y a pas mal de militaires chinois qui sont dans les forces de l'ONU, etc. Ils sont très présents dans ces forces-là, parce que, et donc, éventuellement, lorsqu'ils sont sur des lieux de combat, ils peuvent éventuellement s'entraîner. Mais enfin, c'est pas une armée vraiment, puisque ce sont les armées de l'ONU, c'est plutôt des armées de paix. A priori, c'est pas des armées de guerre. Ah. Donc, oui, mais ils apprennent comme ça à manœuvrer, etc., si je puis dire. Donc, mais enfin, c'est très minime, hein. Et c'est vrai que cette armée qu'on nous présente formidablement là, avec des tonnes, des dizaines de chars, etc. Moi, je suis toujours sceptique par rapport à ça, parce que j'ai le souvenir de l'armée rouge, si je puis dire, et l'armée rouge, on nous l'a présenté comme une grande armée. Or, l'armée russe que l'on voit aujourd'hui, qui est quand même l'héritage direct de l'armée rouge, on peut pas dire qu'elle soit très performante, et que les matériels sont performants, et que les hommes sont performants. Parce qu'il y a toujours le même problème je finirai là-dessus, il y a toujours le problème dans ces pays totalitaires, puisque c'est un pays totalitaire, où, si vous voulez, entre la bureaucratie, la corruption, etc., ça marche pas très bien, quoi. Ouais, Jean-Paul Chang, vous êtes d'accord, ça marche pas très bien. Mais alors pourquoi un tel affichage de cette augmentation des dépenses militaires? Vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Thierry Volton? Écoutez, il faut relativiser un peu les chiffres, parce que finalement, c'est quand même que 1,5% du PIB chinois. L'augmentation est de 7,2% par rapport à l'année dernière. En même temps, vous voyez que tout autour, le Japon a augmenté de 26% son budget militaire. Face à une menace chinoise, entre guillemets? Toutes sortes de menaces, évidemment. Mais chinoise aussi, en particulier. Bien sûr. Et l'Inde a augmenté de 13% son budget militaire. Donc, disons qu'il faut relativiser un peu les chiffres. Et puis, il ne faut pas tomber dans la contradiction d'exagérer d'un côté le risque chinois ou le danger chinois, en disant que c'est la première menace contre nous, etc. Et de l'autre côté, de dire « Oh oui, mais c'est une armée de pacotille ». La vérité, elle est un peu au milieu. Ce qui s'est passé, ce qui a été dit effectivement depuis 10 ans, c'est la remise de l'autorité du parti sur l'armée, avec une campagne anticorruption qui était très importante, parce que si on se rappelle bien, dès les premières années de la présidence de Xi Jinping à la commission militaire centrale, il y a eu quand même le numéro 1, numéro 2, numéro 3 de l'armée qui ont été arrêtés, dénoncés avec preuve à l'appui d'une corruption absolument gigantesque, une corruption qui était très connue dans toute la Chine. Donc on connaissait toutes les anecdotes qu'il y avait sur les corruptions. Ça va jusqu'à... Donc elle est moins corrompue aujourd'hui. Elle s'est professionnalisée, et s'est idéologisée, et s'est disciplinée. Et je pense qu'elle est effectivement c'est scrutinée de très près par effectivement le parti. Et d'une façon générale, effectivement, c'est le renforcement plutôt du pouvoir du parti. Sur l'État, c'est ça, en fait, aujourd'hui, voilà. C'est à quoi on assiste. S'il y avait encore des velléités de séparation entre le parti et l'État, ce n'est plus d'actualité, puisque dans tous les rapports qui sont en discussion en ce moment, on voit bien le rôle primordial qu'on donne au parti, que ce soit sur l'économie, ou que ce soit, par exemple, le rapport sur les modifications
du processus législatif, c'est-à-dire les décisions, des lois, des choses comme ça, constitutionnalité des lois, les problèmes de suspension éventuellement d'un certain nombre de lois. Tout ça, c'est enveloppé aujourd'hui dans une argumentation qui consiste à rappeler l'autorité absolue du parti, du comité central, sous la direction, bien entendu, de Xi Jinping. Et d'ailleurs, il faut rappeler que l'armée du parti n'est pas l'armée de l'État, n'est pas l'armée de la République. Absolument. Alors, c'est-à-dire, il y a deux armées, il y a une seule armée, mais elle appartient, elle est sous le commandement du parti communiste. Pas tous en même temps, juste allez-y, précisez, je vous fais intervenir. Elle est sous le commandement du parti communiste et pas de l'État. Dans un régime communiste, le parti commande à l'armée, il commande au fusil, c'est comme ça. Pierre-Antoine Donnet, oui, mais alors le parti prend encore plus le pouvoir aujourd'hui sur l'État. C'est ça, en fait. D'abord, je voulais reprendre ce que vous disiez sur la corruption. Bien sûr, quand Xi Jinping a lancé cette grande campagne contre la corruption en 2013, donc un an après qu'il ait pris le pouvoir, il a été applaudi à tout rompre par une bonne partie de la population parce qu'elle est endémique. Mais l'autre véritable objectif pour Xi Jinping était de déloger ses rivaux, déclarés ou non déclarés. Et donc, grâce à ces luttes contre la corruption, il a réussi à en éliminer un bon nombre pour renforcer son propre pouvoir. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de dissension au sein du pouvoir chinois aujourd'hui ? Je vais y venir, mais si vous voulez, d'abord sur ce budget militaire. Quand on parle de la Chine et des statistiques officielles, il faut les prendre avec des pincettes. Donc là, on donne un chiffre de 7%, c'est le chiffre officiel, mais se cache derrière une bonne partie d'un budget militaire qui n'est pas annoncé, qui fait que la Chine, effectivement, réarme à grande vitesse. Et pourquoi ? C'est parce qu'en face de la Chine, il y a aujourd'hui, bien sûr, les États-Unis, mais il y a aussi le Japon, comme vous l'avez dit, qui est en train de réarmer à grande vitesse. Donc Jean-Paul Chang minimise, c'est ce que vous dites, vous, Pierre-Antoine Donnet. Mais si vous voulez, il faut garder le sens des proportions, parce que c'est vrai que comparé aux États-Unis, le budget militaire des États-Unis est égal à l'ensemble des budgets militaires du reste du monde. Donc on voit bien les proportions quand même. Sur la question de Taïwan, en tout cas, on va écouter le désormais ex-Premier ministre Li Keqiang qui a fait un discours, donc je le disais hier, et il parle évidemment du soutien, il soutient une réunification avec Taïwan. Nous devrions persister à mettre en œuvre la politique globale de notre parti sur la résolution de la question de Taïwan, adhérer fermement au principe d'une seule Chine et au consensus de 1992 et prendre des mesures résolues pour s'opposer à l'indépendance de Taïwan et former la réunification. Nous devons promouvoir le développement pacifique des relations avec Taïwan et faire avancer le processus de réunification. Les compatriotes des deux côtés forment une seule famille liée par le sang. Marc, il y a une seule famille, la réunification, donc là on est vraiment dans une constance du discours. Ça veut dire que les Taïwanais doivent se préparer à une guerre ? Tout à fait, en tout cas il s'y prépare. Vous l'avez dit, ce discours il est extrêmement constant. Là, il n'y a pas du tout, le Premier ministre Li Keqiang ne sort pas de la ligne habituelle, traditionnelle que l'on entend au sein du Parti communiste. En revanche, c'est plutôt dans les actes depuis au moins 3 ans. Il y a vraiment une montée en puissance de la coercition militaire de l'Armée populaire de libération, donc de Chine continentale sur Taïwan. Une coercition militaire qui est à la fois navale, avec les bâtiments de la marine, mais aussi aérienne. Désormais, il y a aussi des drones et on a vu en août dernier, lors du passage de Nancy Pelosi, donc la présidente de la Chambre des représentants américains, qui s'est rendue à Taipei. Et donc là, il y a eu des exercices de très grande envergure, d'ailleurs inédits dans l'histoire des relations entre les deux rives, avec notamment le tir de missiles balistiques, y compris par-dessus l'île de Taïwan. Donc évidemment que la crainte des Taïwanais est assez légitime et que donc les Taïwanais se préparent. La guerre en Ukraine est aussi passée par là, continue de passer par là. Et donc les Taïwanais se rendent compte des capacités à la fois d'ailleurs d'un État très très autoritaire à prendre des décisions qui ne sont pas toujours complètement rationnelles, et puis aussi des capacités de la société ukrainienne de résister, d'être résiliente et de se soulever justement contre un envahisseur. Et ça, c'est ce qui pêche un peu à Taïwan. La société n'est pas extrêmement bien sensibilisé aux questions de défense. Le service militaire est extrêmement minime, assez marginal, mais là aujourd'hui il vient d'être réformé. Thierry Volton, ils font ce parallèle aujourd'hui justement les Taïwanais entre ce que vient de dire Marc Julien, entre la guerre en Ukraine et cette résistance ukrainienne. Je ne sais pas s'ils le font à Taïwan, mais ils le font à Pékin, c'est sûr en tout cas. Je veux dire, ils observent ça avec beaucoup d'attention, la résistance du peuple ukrainien, la capacité des Occidentaux à venir aider éventuellement les Ukrainiens, ça c'est observé à la loupe. Parce qu'évidemment, s'il y a un conflit
conflit un jour à propos de Taïwan, il y aura une coalition, en tout cas menée par les Américains, qui essaieront d'éviter cette invasion. Et s'il y a invasion, il y a. Donc ça peut être la future guerre entre les États-Unis et la Chine. Ça c'est clair, et dans laquelle nous serons sans doute plus ou moins impliqués, ça c'est clair. Hein. Bon, il faut dire une chose, c'est que ça fait des années que Pékin, que les dirigeants chinois disent, ils veulent récupérer Taïwan. Il faut l'entendre. Le problème des Occidentaux, c'est qu'ils ne l'entendent pas. Je dis pas les Américains, ils l'ont entendu, mais les Européens disent mais non, parce que je veux pas la guerre, etc. Je ne sais pas s'ils vont le récupérer militairement ou d'une autre façon, mais c'est leur objectif principal. Ils ont deux objectifs principaux, je reviendrai sur le deuxième plus tard, c'est d'imposer un nouvel ordre mondial. Et cette guerre en Ukraine, dans les deux cas de figure, et j'y reviendrai un peu plus tard parce que je vous les ai parlé, les aide beaucoup à préparer ces deux pieds, si je veux, chinois qu'ils veulent mettre en place. Jean-Paul Chang, ils veulent une guerre contre les États-Unis via Taïwan, les Chinois? C'est très compliqué. Je pense que les choses sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a un certain pessimisme qui règne dans le milieu dirigeant chinois en ce moment sur l'évolution de l'administration Biden et de la position américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à la conclusion qu'il est inutile de s'attendre à ce que les Américains prennent quelques initiatives que ce soit pour faire baisser la température. Donc à partir de ce moment, tous les calculs sont modifiés. Donc ils pensent qu'à ce moment-là, il y a effectivement un danger effectivement, d'un radicalisme de part et d'autre, donc d'aller vers un affrontement militaire qui n'est pas dans l'intérêt effectivement de personne. D'où mon analyse à moi me conduit à penser que la décision a été prise d'accélérer probablement le processus politique vis-à-vis de Taïwan. Cela signifie effectivement, d'un côté, afficher une attitude très agressivement amicale vis-à-vis donc, de la communauté des affaires, la population de Taïwan, en réclamant effectivement le rétablissement des échanges entre les deux îles, et de notre côté, un soutien politique sans faille à tous les partis qui s'opposent à la présidence indépendantiste, d'où aujourd'hui la multiplication des relations, des allers-retours entre le Kuomintang et le PC chinois. Et de ce côté-là, je pense qu'il y aura une accélération des manœuvres politiques pour éviter justement la solution militaire. Pierre-Antoine Donnet, vous pouvez rebondir là-dessus. Justement, il y aura une accélération, comme le dit Jean-Paul Chang, politique, ou est-ce que inexorablement on se rapproche d'un conflit? Ça, je pense que oui. Mais d'abord, il faut se rendre sur les termes. Quand on dit récupérer, ce terme est impropre. Pour la bonne raison que jamais le Parti communiste chinois n'a administré Taïwan. Et l'histoire de Taïwan est très particulière. On peut se poser la question si vraiment, à certaines périodes, elle a été chinoise, certes, mais à d'autres, pas du tout. Alors, eux disent que oui, qu'elle a toujours été chinoise. Ça, c'est le discours de Pékin. Comme la Crimée avec la... Je voudrais juste rajouter quelque chose, si vous le permettez. Allez-y. C'est que, effectivement, comme vous le disiez, à Pékin, le régime communiste a bien le sentiment qu'en face, il y a une alliance qui est en train de se créer, qui est de plus en plus forte, et qui a surtout une volonté inébranlable des États-Unis de ne pas se désengager de Taïwan pour plusieurs raisons. La première, elle est géostratégique. Parce qu'en fait, s'ils le font, toutes leurs alliances dans la région vont tomber. La confiance sera finie. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est les semi-conducteurs. Ce serait certainement un sujet d'une émission, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Justement, Marc Julien, ça rejoint ce que vous disiez, Pierre-Antoine Donnet, une question d'un internaute. Jean-Baptiste, pourquoi les États-Unis s'intéressent-ils beaucoup à Taïwan ? Donc, il y a quelques réponses qui ont été avancées. Oui, effectivement, d'un point de vue géostratégique, Taïwan, c'est comme un verrou pour la Chine sur l'océan Pacifique. Il y a ce qu'on appelle la première chaîne d'îles. Si on avait une carte, ce serait plus simple. Mais voilà, l'archipel japonais, taïwanais, et puis ensuite les Philippines, qui empêchent la Chine de se projeter librement dans l'océan Pacifique. Et notamment, ça est très important, en particulier pour la dissuasion nucléaire, puisque la dissuasion nucléaire sous-marine, donc des sous-marins qui portent des missiles de dissuasion nucléaire, ne peuvent pas aller menacer les Américains proches de leur côte au plein milieu de l'océan Pacifique. Donc Taïwan permettrait de casser justement cette première chaîne d'îles et de libérer cet accès à la Chine au Pacifique. Ensuite, il y a quand même une dimension idéologique. Effectivement, Taïwan est une démocratie d'ailleurs très, très, très dynamique, et il y a ces enjeux des alliances. Donc je ne reviens pas dessus, mais effectivement, ne pas soutenir Taïwan, ce serait envoyer un signal extrêmement négatif aux alliés japonais, coréens, philippins dans un troisième temps. Et puis, il y a la dimension technologique, puisqu'aujourd'hui,
tout le monde est dépendant de Taïwan. C'est ça le grand paradoxe, c'est que Taïwan est une petite île de 23 millions d'habitants, mais en réalité c'est une superpuissance technologique puisque tout le monde, y compris la République populaire de Chine et y compris nous tous en Europe, nous sommes dépendants de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs. Il y a aussi une petite dimension géostratégique importante. Il faut savoir que le bras de mer qui est entre la Chine continentale et Taïwan, qui est à peu près de 150 km, c'est une voie maritime très importante pour le commerce. Donc cette voie était contrôlée parce que la Chine continentale aurait pris Taïwan, devient une voie qui ne serait plus exploitable ou très peu exploitable, en tout cas qui demanderait la permission de la Chine, et c'est insupportable parce qu'une grande partie du commerce qui se passe en Asie passe par là, et ça c'est quelque chose qu'il faut préserver, si je puis dire. Jean-Paul Chiang, on a bien compris les raisons à la fois stratégiques et puis idéologiques donc de Taïwan, de cet engagement des Américains. Mais un conflit, une guerre effectivement ouverte entre les États-Unis et la Chine, ça serait tout de même très risqué. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle je pense que les militaires chinois ne veulent pas, comme ils disent, danser sur le rythme imposé par les Américains. Donc quand les Américains disent les projections du genre... un général de l'armée de l'air qui dit que c'est en 2025, etc. 2025, oui, c'est effectivement ce que disent les Américains. Qui ont sorti 2027. Tout ça est très Ça veut dire que c'est imminent quand même, quelques années. On parle de quelques années. Je vous assure, même à l'intérieur du Pentagone. Et si vous prenez le journal américain qui s'appelle Defense One, qui est le grand journal de défense, ils disent aussi qu'on a tort de grossir le danger militaire chinois. Donc, mais ceci dit, le fait qu'ils sentent une certaine résolution américaine, comme dit Pierre-Antoine, c'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire qu'il y aura des relations conflictuelles. Alors, quand il y a relations conflictuelles, signifie danger de dérapage. Alors, dérapage entre deux grandes puissances militaires, navales, aériennes et nucléaires en plus, fait que finalement, tous les gens responsables, que ce soit à Washington ou à Pékin, réfléchiraient à deux fois. Donc, de temps en temps, on entend les Américains parler qu'on ne veut pas la guerre froide, on ne veut pas tout ça, etc. Mais Pékin ne se fait plus beaucoup d'illusions. Et c'est ça qui me paraît... Et quelle est la solution qui leur reste ? Et la solution qui leur reste, c'est de revenir à un statu quo politique qu'ils avaient réussi à établir avant la présidence de Tsai Ing-wen avec le Kuomintang, qu'ils appellent le consensus de 92. Donc s'ils arrivent à revenir simplement sur le consensus de 92, qui consiste à dire que les deux parties du détroit font partie de la même entité nationale et que le reste des problèmes, on verra ça avec le temps, s'ils arrivent à revenir à ça. Alors s'ils arrivent, les Chinois et les Américains. Non, si les Chinois et les Chinois arrivent, les Chinois et les Taïwanais. Si l'évolution politique intérieure de Taïwan va dans cette direction, ce qui n'est pas impossible, compte tenu des élections locales qu'on a constatées ces derniers temps, un petit coup de pouce donné par Pékin éventuellement en matière de subversion, ce que je vais dire. Et à partir de là, on peut effectivement imaginer qu'on peut éviter éventuellement un scénario catastrophique sans qu'il y ait réunification tel qu'on l'imagine. Il y a quelque chose qui fait une ombre par rapport à ce scénario, excusez-moi, c'est quand même Hong Kong. Oui. Bien sûr. Il ne faut pas oublier le cas de Hong Kong. Hong Kong s'est passé pour perdre des profits pour tout le monde. Je signale que la plupart des dirigeants démocrates qui étaient dans les manifestations sont en train d'être jugés et incessamment sous peu, c'est en avril qu'on va avoir le résultat. Ils vont prendre 10-15 ans et personne ne dira rien. Si, ils vont prendre 10-15 ans. Hein, ça, je vous assure, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez. Donc pas le contraire. D'accord. Simplement que c'est pas ça qui... Mais si, parce que, excusez-moi, Hong Kong, ils ont réussi à le phagocyter dans une espèce de... Donc, votre scénario, si je puis dire, embrassons-nous au Kuomintang et PCC, PC chinois, c'est un peu comme ça, on essaie de détourner les choses. Sauf que je pense que la population taïwanaise, aujourd'hui, on le sait, puisqu'il y a des sondages, n'est-ce pas, qui prouvent quand même qu'ils ne veulent absolument pas d'une indépendance, d'un rassemblement. On est à 75% de non, quand même, à peu près, grosso modo. Alors, Pierre-Antoine Donnet. Oui. Donc, vous avez raison, Thierry Volton, parce que le cas de Hong Kong a été vraiment un game changer pour les Taïwanais. Parce qu'à l'époque, c'est Deng Xiaoping, d'ailleurs, qui avait imaginé ce concept d'un pays, deux systèmes, qui avait réussi, d'ailleurs, à séduire Margaret Thatcher à l'époque, qui avait accepté la rétrocession. Du fait de la situation à Hong Kong et de cette loi sur la sécurité nationale qui a été imposée en juin 2020, ce statut est mort. Donc les Taïwanais qui étaient déjà très hostiles à cette idée de réunification, qui encore est un concept que je dis qui ne tient pas, le sont moins que jamais. Et j'ajoute que vous parliez des sondages, il y en a d'autres qui montrent aujourd'hui qu'une majorité de plus en plus grande de Taïwanais se disent plus chinois mais taïwanais.
Donc, si vous voulez, ils ont une identité culturelle et politique qui est en train d'émerger et qui écarte d'autant toute possibilité de négociation. Jean-Paul Chang, donc le statu quo est mort, dit Pierre-Antoine On parle de sondages, mais parlons des élections. Les élections, c'est aussi des sondages. Or, moi, je vois les résultats des élections régionales qui sont passées il y a quelques mois. Oui, mais ça, c'est pas autre chose. Mais vous savez bien qu'il y a une différence entre les élections locales et les élections nationales. Et très souvent, on voit les résultats importants aux élections locales. Jean-Paul Chang. Sauf que pour ces élections locales, le thème utilisé par le DPP, ça a été effectivement contre la Chine, défense de Taïwan, ça n'a pas payé. Cela veut dire aussi que, je veux dire, il existe une opinion publique à Taïwan, ça existe aussi. Tout le monde n'est pas prêt à une situation belliqueuse, à jouer aux Ukrainiens. D'autant plus qu'il y a quand même 40% des exportations taïwanaises qui vont sur le continent. Il y a un certain nombre de choses. Il y a des relations qui sont beaucoup plus profondes entre les deux rives et qui ont quand même. Qui s'amenuisent quand même. Oui, mais ce que je veux dire, que ce n'est pas un scénario que vous pouvez complètement éliminer. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que le choix qui est laissé au gouvernement de Pékin aujourd'hui, compte tenu de l'attitude américaine et surtout la conclusion à laquelle eux-mêmes ils sont arrivés sur l'évolution possible de la position américaine, à savoir un durcissement au moins pendant 4 ou 5 ans, eh bien, c'est probablement d'accélérer les manœuvres politiques. On ne peut pas ignorer que quand même, côté Pékin, on est de plus en plus belliqueux. Et que c'est bien Xi Jinping qui a dit lui-même que cette réunification devait se faire dans la présente génération. Oui. Et bien sûr, par la force si nécessaire. L'avantage de Pékin, si je puis dire, le grand avantage de Pékin dans tout ça, c'est qu'ils ont le temps. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, que dans toute dictature. Oui. Ils n'ont pas d'élection, ils n'ont rien, je veux dire. Sauf que pour le moment. Xi Jinping est mortel, j'entends bien. Dieu merci d'ailleurs. C'est pas ça. Non, je pense que c'est pas ça. C'est lié à ce que Pierre-Antoine a dit, à savoir qu'ils n'ont pas le temps. Si ça continue, les nouvelles générations de Taïwanais c'est vrai. Ne vont plus avoir le même type d'affinité vis-à-vis du continent. D'accord, de ce côté-là, peut-être, mais je parle dans le temps, oui, j'entends. Ils n'ont pas le temps, face, les Taïwanais changent. La nouvelle génération. Je puis dire qu'il leur. Voilà. Mais même ça, Biden, dans 4 ans, il ne sera plus là. Ça, c'est pas sûr. Non, parce que. Dans 4 ans, si, peut-être. Marc Julienne, juste pour conclure sur ce point sur Taïwan, et après, on va avancer. La Chine a le temps parce qu'elle bâtit une armée, et que plus le temps avance, plus elle aura des capacités militaires importantes. Mais on peut aussi voir dans l'autre sens, et à mon avis, c'est la manière dont Pékin voit les choses, comme une fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir de 2025 ou 2027 que la Chine sera toute puissante. En 2025 ou 2027, il y aura aussi les États-Unis qui seront plus puissants dans la région, les alliances qui sont en train de se consolider. On parle du Quad, on parle de AUKUS, qui sont un certain nombre de partenariats minilatéraux en Indo-Pacifique. Toutes ces stratégies, d'ailleurs, Indo-Pacifiques qui fleurissent dans un grand nombre d'États de la région. Et donc, il est possible que Pékin se sente un petit peu pris de court, un peu pressé par le temps, puisque face à elle, l'armée taïwanaise se renforce, l'armée américaine se renforce, l'armée japonaise se renforce, et ses coalitions se renforcent également. Et je voudrais rajouter juste un mot, c'est que jusqu'à présent, Pékin a la conviction qu'elle détient l'initiative stratégique dans le détroit de Taïwan. Ils l'ont démontré au moment du voyage de Mme Pelosi. Ils ont montré la capacité à faire un blocus maritime et aérien, et surtout de pouvoir repousser, en tout cas menacer, dissuader une intervention extérieure, puisqu'ils ont fait avancer leurs missiles anti-porte-avions, etc. Et tout. Donc les porte-avions américains sont retirés de 200 km à l'époque. Cela dit, c'est une position que Pékin cherchera à garder. Et ça aussi, c'est une question de temps. Tant qu'ils ont encore cette initiative de contrôle complètement de la situation aujourd'hui, tous les war games de Rand Corporation, des autres think tanks américains, concluent que le prix sera extrêmement élevé pour les Américains. Pour les Américains. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Chinois veulent profiter. Moi, je suis persuadé que le gouvernement de Pékin va profiter de cet avantage qui est, cette fois-ci, je vais dire temporaire, et ils n'ont pas le temps, complément pour eux. Ils vont profiter pour essayer de résoudre politiquement le problème. Excusez-moi, la guerre en Ukraine. Oui, on va revenir sur la guerre en Ukraine, justement. Ça appartient à ce parce que la guerre en Ukraine est une opportunité formidable pour les Chinois, j'entends bien. On va en parler, Thierry Volton. Attendez, juste, vous vouliez conclure sur cette histoire de Taïwan. Après, je voulais qu'on fasse un petit tour sur l'économie. Je voulais juste dire que si le temps presse pour une autre raison, c'est que Xi Jinping joue sa légitimité. Et tout à l'heure, peut-être qu'on va parler de est-il tout puissant ou non. Il est certes en apparence, mais pas réellement.
Et là, Taïwan, pour lui, c'est vraiment une carte à jouer. Et c'est, je dirais, ça passe ou ça casse. Ici, ça casse, il sera vraiment en grande difficulté. Il sera en grande difficulté. Alors justement, sur cette toute-puissance, il faut parler aussi de l'économie, parce que la Chine, sans son économie, évidemment, c'est difficile de asseoir sa toute-puissance. 5% de croissance en 2023, donc ce sont les chiffres prévus par Li Keqiang, donc l'ex-premier ministre. Une inflation à 3%. Un mot, justement, Marc Julienne, sur comment est-ce que Li Keqiang, donc le nouveau Premier ministre, va-t-il gérer l'économie chinoise? Parce que si on comprend bien, on voit qu'il y a une centralisation de plus en plus forte du côté de Xi Jinping, une volonté de contrôler tous les secteurs, à la fois les semi-conducteurs, de mettre en avant plutôt des secteurs publics, de lâcher les milliardaires, donc tout le secteur privé qui a fait un peu justement la grandeur chinoise ces dernières années. Comment est-ce qu'on peut concilier un tel centralisme politique avec une économie qui fonctionne, alors qu'au départ, on avait l'impression que finalement le modèle chinois, c'était un fort centralisme politique, donc dur d'un point de vue politique, mais sur l'économie, plus de décentralisation, plus de liberté économique. C'était ça la clé. Aujourd'hui, avec 5% de croissance, est-ce qu'il va réussir à redonner une vraie croissance chinoise, Xi Jinping, à la Chine? Alors, une vraie croissance, ça semble compromis quand même. Tous les spécialistes, les économistes qui regardent la Chine de très près, justement, montrent, et puis aussi un ralentissement mondial structurel, montrent que ça va être difficile quand même de revenir à des taux de croissance importants, peut-être, alors certainement pas 10%, mais même au-delà de 6%. Là, cette année... Donc tous ces chiffres de l'époque, c'est terminé. C'est une époque révolue. C'est totalement terminé. Et puis là, même les chiffres qu'ils ont annoncés cette année, 5% est relativement prudent. Là, pour le coup, ils pourraient y arriver puisqu'on attend 2023. Je dis bien on attend, c'est pas sûr que ça arrive, mais un rebond important après une année 2022 absolument catastrophique avec moins de 2% de croissance. Et là, les Chinois espèrent avoir un peu un retour d'investissements étrangers, ceux qui n'ont pas été faits par exemple en 2022 ou 2021. Un retour aussi des exportations, de la demande mondiale, etc. Mais effectivement, et ça recoupe ce que disait Pierre-Antoine Dolé à l'instant, les 5 prochaines années vont être extrêmement difficiles pour Xi Jinping et pour son équipe, pour justement ces raisons économiques, aussi des raisons démographiques dont on a pas mal parlé dans les médias ces derniers mois. Et donc, finalement, il est face aux plus grands défis, et en particulier sur le plan économique. Et c'est là où, en fait, il semblerait, mon analyse, c'est qu'il met beaucoup plus l'emphase sur la centralisation et la sécurisation du parti. C'est-à-dire, même ces politiques économiques, en réalité, sont des politiques sécuritaires. C'est comment on va verrouiller certains secteurs industriels, comment on va protéger les données, par exemple, comment on va s'approprier les données des entreprises, beaucoup plus que de la relance des politiques ambitieuses, notamment sociales, sur les retraites, justement, pour pallier au vieillissement de la population. On voit la crise immobilière n'est pas vraiment réglée. Il n'y a pas eu elle est très très grave en Chine. Il n'y a pas eu de réformes extrêmement ambitieuses et profondes pour tenter de gérer cet effondrement de l'immobilier. Thierry Volton, en fait, j'ai vu que Xi Jinping dénonçait le mythe d'une modernisation qui correspond à l'occidentalisation. Donc il y a quand même un positionnement là qui change sur l'économie. Justement, c'est très intéressant. Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé de libéralisme de l'ancien Premier ministre. Il n'y a jamais eu vraiment du libéralisme. En vérité, c'est un capitalisme d'État qui a toujours existé en Chine. Et tout à l'heure, on parlait aussi de la remainmise, en tout cas du parti sur l'armée. C'est exactement ce qui s'est passé depuis 10 ans. C'est une remainmise de parti sur les entreprises. Le parti mais au risque de les rendre moins efficaces. Les cellules communistes ont été réactivées, etc., etc. Oui, je pense. D'ailleurs, moi, j'ai toujours pensé que Xi Jinping, par sa remise en ordre, est en train de tuer la pelouse d'or, parce que ça marchait formidablement bien. Je veux dire, Tencent, Alibaba, etc. Ils ont tout repris en main. Eh ben, je ne suis pas sûr que ça ira aussi bien, parce que quand l'État se mêle de l'économie, c'est en général pas très réussi. Jean-Paul Chang, il y a un changement justement dans la politique économique là, avec Xi Jinping. Et est-ce qu'il se tire une balle dans le pied finalement pour la puissance économique chinoise que de vouloir tout contrôler? Oui, il faut se méfier des trop grande simplification dans ce domaine. On est obligé de simplifier un petit peu. Parce que oui, la télé, voyons, alors simplifions dans ce cas-là. Voyons d'abord les fondamentaux. Le fondamental, c'est le plus grand marché quand même du monde. C'est le plus grand marché de consommation domestique. Moi, pour les prévisions de 2023, je pense qu'ils sont bien au-delà de 6% cette année. Et il y aura un rebond très fort. D'ailleurs, tout le monde le constate, que ce soit Goldman Sachs, tout le monde, enfin, tous ceux qui sont dans le milieu
bancaire, tout ça. Donc 5%, c'est plutôt la fourchette basse, vous pensez plutôt 6%. Bien sûr, donc le rebond va être très important. Quant à ces problèmes de direction du parti, etc., on a tendance à ne pas voir de près ce qui se passe à l'intérieur de l'économie chinoise. Si on fait une analyse très précise du secteur immobilier, il y a eu énormément de mesures qui ont été prises, de soutien. Depuis, les principaux développeurs ont tous reçu des soutiens depuis déjà 12 mois. Et ils s'en sortent maintenant. Il y a des problèmes de rééchelonnement de dette, il y a des problèmes de transformation de dette en capital, de résolution de stock. Là-dessus, ils sont inspirés beaucoup de ce qui s'est fait dans les pays occidentaux qui périodiquement connaissent de gigantesques crises qui nous a amené même la crise de 2008. Donc sur l'immobilier, plutôt pas mal, mais en revanche, lorsque les milliardaires disparaissent, pardonnez-moi... C'est un pansement sur une jambe de bois. Oui, alors, est-ce que je peux vous dire simplement un mot là-dessus, d'accord ? On cite toujours l'hissaire de Jack Ma, et puis maintenant... Mais ce n'est pas le seul, manifestement. Oui, il y a M. Fan, je ne sais plus comment il s'appelle, bon voilà. Dans les deux cas, précisément, c'est parce que ces deux high-tech se sont développés de manière exponentielle dans le domaine de la finance. Or, dans n'importe quel pays souverain, y compris en France, je veux dire, il est impensable que les commissions de surveillance des assurances et des banques n'interviennent pas lorsqu'il y a des débordements de ce genre, avec des déclarations de Mahuin qui étaient parfaitement méprisantes pour la commission centrale, pour la commission bancaire. Donc après, il faut s'arrêter là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Mahuin est milliardaire qu'on lui en veut. Ce qu'on lui en veut, c'est qu'il a développé une activité de crédit financier sur le web qui a atteint une telle dimension que ça pouvait avoir des conséquences systémiques ou même macroéconomiques. Donc c'est là la vérité. Si on regarde de près, dans les deux cas, c'est ça. Mais il n'y a pas que deux cas. Il y a Tencent, il y a eu beaucoup d'autres cas. Oui, mais ils n'ont pas renoncé. Jean-Paul, moi je voulais juste souligner une chose. C'est que vous demandez d'analyser les faits. Regardons. Pendant le 20e congrès, Xi Jinping a prononcé 3 fois le mot économie et plus de 20 fois le mot sécurité. L'accent aujourd'hui, c'est plus l'économie, c'est la sécurité. Parce qu'on a le sentiment à Pékin, dans l'élite du parti, que la Chine est devenue une sorte de citadelle assiégée. C'est bien ça. Et donc... C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit. Oui, certes, mais je voulais rebondir sur autre chose. C'est que vous dites que l'économie va flamber. Mais écoutez, non. Regardez les investissements. Beaucoup de milieux d'affaires quittent la Chine, ils font leur bagage. Mais là, les chiffres sont là pour le montrer. Oui, les chiffres sont là. Ce mythe de l'Eldorado... Alors les chiffres en Chine, on ne sait jamais très bien. Ils disent 5%. Là, vous parlez des chiffres plutôt de Goldman Sachs, 6%. Oui. Bon. Les investissements, on peut y croire aux investissements, parce que c'est pas eux qui les contrôlent. Les dizaines de milliards que les Allemands ont investis en Chine en 2022... Mais vous savez que c'est 3 entreprises. C'est pas du tout une tendance du marché allemand. C'est une poignée d'entreprises. Attention. Et en Allemagne, il y a remise en question. C'est peut-être... Mais si vous lisez les rapports du MEDEF allemand, le BDI, eux sont... Mais ces 3 entreprises, c'est toute l'économie de Bavière. C'est quand même important. Je dis pas que c'est pas important. C'est pas seulement ces 3 grandes entreprises, c'est tous les sous-traitants de ces 3 grandes entreprises qui sont intéressés par le marché chinois. Mais probablement comme moi, vous devez échanger avec des entreprises, des banques, etc. Et ce qu'on entend beaucoup, ils le disent à bas mots et en coulisses, mais quand même qu'il y a une révision de leur position sur le marché chinois, une révision de leur stratégie d'expansion, ou plus de stratégie d'expansion. Le Covid est passé par là, excusez-moi. La façon dont le Covid a été géré, je dis pas tout le monde a été atteint par le Covid, la façon dont le régime chinois a gérer le Covid, c'est-à-dire cette espèce de confinement général, ce camp qui a été mis en place. Bon, donc ça, pour les entreprises, excusez-moi, elles sont pas bêtes, les entreprises, c'est pas des philanthropes, les entreprises, hein. Donc elles s'aperçoivent bien que le parti est tout puissant, qu'il suffit de claquer le doigt et on met tout le monde dans des immeubles qu'on bloque, donc peut-être prudence. Un mot prudence. Sur l'Ukraine, justement, on y vient, au cœur de la stratégie chinoise à l'égard de Moscou. Bien sûr, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont évoqué une amitié. Il y a eu cette visite, il y a quelques jours, à Moscou de Wang Yi, son principal diplomate, le diplomate chinois. La Chine a présenté un plan de paix en 10 points, mais les États-Unis, eux, accusent Pékin de livrer des armes létales à la Russie. Alors, d'envisager de les livrer ou de les livrer. Enfin, on ne sait pas très bien s'ils envisagent ou pas. En tout cas, les Américains les accusent, peut-être pas de les livrer, mais en tout cas d'être sur le point de les livrer. Marie-Julienne, est-ce qu'il tient la route, ce plan en 10 points des Chinois ? Est-ce qu'effectivement les Chinois livrent des armes en Ukraine ou à la Russie, ou sont sur le point de le faire ?
Alors, les Américains nous ont dit qu'ils nous présenteraient des preuves, des éléments du renseignement. Plusieurs d'entre eux le disent, mais ils n'ont pas donné de preuves. Alors oui, mais ils se contredisent un petit peu, parce qu'il y a Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui l'a annoncé, en disant qu'il y aurait des preuves publiées. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, Joe Biden a dit que lui n'y croyait pas. Mais bon, c'est son opinion, c'est son avis. Et puis ensuite, le directeur de la CIA a dit que lui, il en était convaincu. Donc chacun donne son avis là-dessus. Le chancelier Scholz a quand même averti il a dit publiquement, il ne faut pas que la Chine, c'est-à-dire quand même, il doit avoir des informations. Il n'y a pas que le patron de la CIA. Les Européens invitent la Chine à pas le faire, évidemment. Oui, bien sûr. Donc évidemment, en tout cas, ça va en pleine contradiction avec le plan, ou en tout cas la position gouvernementale en 12 points qui a été publiée il y a quelques jours et quelques semaines. Si vous le regardez dans le détail, ça ne mange pas de pain. Comme on dit, je veux dire, excusez-moi, ce sont des généralités. Donc, le plan en 10 points. Voilà, les 12 points, en réalité, c'est en fait. C'est 12 points ou 10 points? Pardonnez-moi, 12 points. Donc, un plan de paix en 12 points proposé par les Chinois aux Russes. C'est une sorte de compilation de 3 plans qu'ils avaient publiés au début de l'année 2022, enfin au début du conflit. Qui est très pro-russe, en fait. Et qui, en fait, recycle en fait, des positions générales de politique étrangère. La guerre, c'est pas bien. Les pourparlers de paix, c'est bien. Et l'arme nucléaire, il faut mieux pas l'utiliser. Donc, il n'y a pas. C'est pas un plan de paix comme ça. Mais est-ce que la Chine pourrait jouer tout de même un rôle de médiateur ou pas, Pierre-Antoine Donnet? Moi, je relève là aussi 2 faits. Le premier, c'est que quand Vladimir Poutine a été à Pékin le 4 février, donc moins de 3 semaines avant le début de la guerre russe en Ukraine, lui et son homologue Xi Jinping avaient ensuite, au bout de 4 heures de discussion, déclaré que cette fois-ci, la coopération était sans limite. Et sans limite, ça veut dire beaucoup de choses. Ça laisse entendre que ça peut aussi couvrir le secteur militaire. Alors ensuite, on voit que le même Xi Jinping va se rendre à Moscou dans les prochains jours, probablement le 9 ou le 10. Donc c'est très bientôt, alors que c'est en pleine guerre en Ukraine, que l'armée russe est sur place en Ukraine. Avec un contexte, on l'a dit tout à l'heure, d'une déroute quand même assez majeure pour l'armée russe. Mais je ne vais pas... Donc qu'est-ce que ça pas veut dans le mar de café, mais je ne vais pas non plus faire des plans sur la comète. Mais vous savez, pour le régime chinois, une défaite majeure de la Russie, ce serait un désastre. Un désastre absolu. Parce que ce serait le dernier grand régime totalitaire au monde. Le reste, c'est périphérique. Il serait plus isolé que jamais. Donc, ils ont intérêt à envoyer des armes, Jean-Paul Chang, à la Russie, les Chinois, si on suit le raisonnement de Pierre-Antoine Donnet? Pas du tout. Je crois que M. Wang Yi, avant d'aller à Moscou, a rencontré M. Kouleba, ministre des Affaires étrangères ukrainien à Munich, à la conférence sur la sécurité, et il lui avait communiqué les 12 points déjà avant. Bon. Il a expliqué verbalement, je crois, un certain nombre de choses. La réaction de Zelensky lui-même, soyons pas plus royalistes que le roi, a dit que finalement, il trouve intéressant que la Chine s'implique d'une façon ou d'une autre. Mais sauf que Xi Jinping a toujours refusé Laissez-le juste terminer et vous réagissez après. Vas-y, allez-y. Et que, bien entendu, c'est une position précieuse pour la Chine aujourd'hui d'apparaître comme... de centrer sa position sur « nous sommes que pour la négociation », etc. Je vois mal la raison pour laquelle il s'aventurerait à fournir des armes aux Russes, notamment dans le cadre du conflit ukrainien. Thierry Volton et ensuite Marc-Julienne. Dans cette guerre en Ukraine, les intérêts chinois sont les suivants. Qui a été dit, il ne faut absolument pas que la Russie perde. Ce serait catastrophique. D'ailleurs, il ne faut pas que l'Ukraine perde pour les Occidentaux. On est dans le cas de figure, ça serait catastrophique pour les Occidentaux. Bon, pourquoi cette guerre est intéressante pour la Chine? Ça affaiblit quand même l'Occident dans une certaine mesure, parce qu'on fournit énormément d'armements, autant d'armements qui ne sont pas disponibles pour éventuellement un autre conflit qui pourrait être un conflit taïwanais. Donc c'est peut-être de ce côté-là militaire, c'est un peu du pain béni, si je puis dire, pour Moscou. Deuxième avantage pour Pékin, je veux dire. Deuxième avantage pour Pékin, à cause de l'embargo, les matières premières, le gaz, le pétrole, etc., est reparti sur la Chine. Et ça, excusez-moi, c'est une grande faiblesse de la Chine. Elle n'a pas de matières premières. Et donc, si elle peut avoir du côté russe ces matières premières qui sont essentielles en cas de conflit... Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'elle livre des armes, forcément. C'était ça la question, Thierry Volton. J'en sais rien. Moi, je pense qu'elle va en livrer. S'il y a demande, elle en livrera. Parce que la situation de l'armée russe sur le terrain est pas bonne du tout. Et si ça dépend d'un petit coup de pouce, ils le donneront, comme les Ukrainiens, comme les Iraniens donnent un petit coup de pouce. Marc-Julienne. Non, moi je pense pas. Je pense que c'est vraiment pas du tout dans son intérêt. Et elle a une position, la Chine, depuis le début du conflit, extrêmement constante. Alors elle est très ambiguë, certes, mais elle est constante. C'est que la Chine reste le plus à l'écart possible de ce conflit. Donc elle se dit neutre. Personne n'est dupe. Tout le monde voit bien qu'elle n'est pas neutre. En réalité, elle soutient politiquement la Russie. En revanche, livrer des armes, ce serait vraiment, on changerait de dimension dans le conflit. Je pense pas que la Chine puisse faire
complètement la différence dans le conflit en Ukraine en faveur de la Russie. En revanche, pour elle, elle serait soumise à des sanctions occidentales extrêmement fortes et on arriverait dans une dimension extrêmement, à mon avis, délétère pour les intérêts de la Chine. Donc, à mon avis, les intérêts de la Chine, c'est de rester le plus en dehors possible. Je voudrais rajouter juste une petite chose. Je sais que le temps presse. Juste une petite chose. La deuxième ambition de la Chine après Taïwan, c'est d'imposer un nouvel ordre mondial. D'accord ? Son ordre mondial, en tout cas. Et donc, si la Chine peut jouer la Pax China dans cette guerre, ça sera du pain béni pour elle. C'est pour ça qu'elle essaye éventuellement, avec ce plan, de mettre son pied dans cette affaire, parce que ça peut lui servir. Je rejoins Marc Julienne sur le fait qu'effectivement, ce ne serait pas dans son intérêt de livrer des armes. Merci. Ceci étant dit... Merci. On n'a plus le temps. Merci. Je crois qu'on a fait le tour de la question. La Chine, c'est toujours passionnant. Merci pour ce débat passionnant, en tout cas à tous les quatre, Marc Julienne, Jean-Paul Chang, Pierre-Antoine Donnet et Thierry Volton. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.